Elle meurt le 10 janvier 1905 à Marseille, au cours d'une énième tournée de conférences. Son corps est ramené à Paris et le cortège de la gare de Lyon au cimetière de Levallois est suivi par une foule immense qui rend hommage à celle qui reste le symbole de la Commune. Dans ma jeunesse, j'étais avide de tout. Musique, poésie, dessin. Mais avec bonheur, j'ai tout jeté en tribut d'amour à la Révolution. L'idéal réel de l'avenir se dévoile toujours davantage. Il m'a prise et gardée tout entière. Qu'est-ce qu'apportent les femmes? Ça peut paraître une boutade, mais elles apportent leur présence. C'est-à-dire que déjà, elles rendent mixte une révolution qui ainsi peut être à l'image de la société qui est mixte. Dans un deuxième temps, elles contraignent les hommes à penser le féminin, ce qui visiblement n'était pas justement dans leurs propos, parce que pas dans leur catégorie de pensée. Et de ce fait, elles sont contraintes presque d'apporter du nous, les femmes. On peut mesurer l'existence d'une révolution quand les femmes entrent dans la danse. Généralement, quand il y a révolution, les femmes sont dans la rue. Alors parmi ces femmes qui sont dans la rue, à la tribune, il y a évidemment Olympe de Gouges pendant la Révolution française, il y a pendant la Commune Louise Michel, et puis pour moi il y a surtout Rosa Luxembourg qui me paraît un modèle de femme et un modèle de révolutionnaire. Théoricienne rigoureuse dans la lignée des analystes visionnaires, auteure d'une œuvre considérable et femme de passion, Rosa Luxembourg a milité au nom d'un idéal, la Révolution. Elle naît le 5 mars 1871 à Zamość, une petite ville de Pologne russe près de Lublin, avant de partir pour Varsovie où elle grandit dans un milieu bourgeois aisé. Après de brillantes études au lycée, elle milite au Parti révolutionnaire socialiste prolétariat. Craignant des poursuites policières, sa famille et ses amis l'encouragent à quitter la Pologne. Elle n'a pas 18 ans et part en Suisse, à Zurich. C'est là qu'elle rencontre Leo Yoghichev, un révolutionnaire russe. Elle vivra avec lui une grande passion, mais le haïra plus tard pour l'avoir amené à la politique. Elle se plonge dans les études, la philosophie, le droit, l'économie. Elle prépare sa thèse de doctorat sur l'évolution industrielle de la Pologne et déjà son nom commence à apparaître dans les colonnes d'organes socialistes et dans les congrès internationaux. Elle attire l'attention pour son courage et son esprit brillant, attaquant déjà les vétérans de l'Internationale. Ses oppositions ultérieures à Bernstein, Kautsky, Lénine sont restées dans l'histoire. En 1898, elle obtient la nationalité allemande par son mariage blanc avec Gustav Lübeck. Elle s'installe à Berlin où elle prend très vite des responsabilités sur 3 fronts à la fois. Elle siège au SDKP, le Parti social-démocrate polonais, au congrès du SPD, le Parti social-démocrate allemand, et à ceux de l'Internationale. Elle s'oppose au révisionnisme de Bernstein, le principal dirigeant socialiste allemand, et contrairement à lui, prône une amélioration immédiate de la condition ouvrière. Elle réclame son exclusion. La presse de droite la caricature, celle de gauche lui commande des articles. Je veux montrer des voies nouvelles, lutter contre la routine, en un mot, être pour le mouvement un aiguillon permanent. Mais je suis et veux rester une idéaliste. Rosa Luxembourg est une des grandes théoriciennes qui a voulu prolonger l'œuvre de Marx et peut-être même la dépasser. Et de ce point de vue-là, ses livres sur l'accumulation du capital, c'est-à-dire sur la manière dont le capitalisme, par la conquête de nouveaux marchés, par la conquête de territoires, devient un impérialisme et accumule du capital, c'est une pensée tout à fait neuve et qui, par certains côtés, va plus loin. En décembre 1905, elle part clandestinement avec Leo Yoghichev participer à la révolution russe. Elle s'y livre à un intense travail de propagande avant d'être arrêtée et emprisonnée.
Elle tire les leçons de la Révolution dans son livre « Grève de masse, partis et syndicats » et y développe sa théorie, au cœur de sa pensée et de son activité, de la prédominance du peuple sur les organisations ouvrières, s'opposant sur ce point à Lénine, partisan d'un parti révolutionnaire professionnel. « 1er octobre 1907. Elle entre à l'école du Parti socialiste pour assumer les cours d'économie politique qui seront publiés sous le titre « Accumulation du capital », son œuvre maîtresse. 4 août 1914. Les socialistes allemands votent les crédits de guerre. Rosa Luxembourg dénonce ce vote, contraire au principe même de l'internationale socialiste. C'est le signal de la rupture définitive avec ses anciens compagnons. Elle se rapproche de Karl Liebknecht. La Ligue Spartacus, symbole de la libération des esclaves à l'époque des Romains, est constituée. Elle met toute son énergie à combattre la guerre, multiplie les conférences et les discours publics. Oratrice hors pair, elle enflamme les foules. Elle dénonce le caractère impérialiste de la guerre. Les dividendes grimpent et les prolétaires tombent. Et avec chacun d'eux, c'est un combattant de l'avenir, un soldat de la Révolution qui descend au tombeau. En février 1915, elle paye le prix de son engagement et se voit condamnée à 1 an de prison pour incitation de militaires à la désobéissance. Libérée en 1916, elle y retourne presque immédiatement pour y rester jusqu'à la fin de la guerre. Elle est toujours enfermée quand éclate la révolution russe de 1917, qu'elle salue comme un événement majeur et qu'elle défend, tout en prenant ses distances avec Lénine sur le rôle du parti bolchevique. Lénine se trompe complètement sur les moyens. Décrets, puissance dictatoriale des directeurs d'usines, punitions draconiennes, règne de la terreur. En même temps, elle a parfaitement compris qu'est-ce que c'est qu'un appareil politique. Elle est à l'intérieur du Parti socialiste allemand et elle sait très bien jouer de ce qu'on appelle aujourd'hui les apparatchiks. Elle sait utiliser la langue de bois. Elle a compris comment ça marche. Et si elle n'avait pas compris comment ça marche, elle ne se serait pas retrouvée, même intelligente, au sommet de cet appareil. En prison, elle collabore aux lettres de Spartacus, écrit la brochure de Junius, travaille à son introduction à l'économie politique. Et surtout, elle écrit à ses anciens amis des lettres qui seront publiées en 1919. Elles feront découvrir derrière la révolutionnaire la femme qui voulait boire la vie à grands traits. Ses interrogations, ses doutes, ses passions, ses réflexions sur l'amitié, le bonheur, l'amour, la vie, l'art, la littérature. Cette femme qui rêvait d'une vie simple. La vie n'est pas là où je me trouve. J'ai secrètement envie d'être heureuse et je suis prête à marchander chaque jour avec l'entêtement d'un sourd pour ma petite ration de bonheur. Les lettres de Rosa Luxembourg sont tout à fait remarquables parce que on a une personnalité qui s'y engage sans phare, qui dit ce qu'elle est, ce qu'elle pense. Aléo Jogiches, je voudrais un enfant de toi. La politique, c'est pas ce dont je rêvais. Je suis davantage du côté des mésanges que du côté des camarades. Octobre 1918. Le gouvernement allemand demande la paix aux Alliés. Liebknecht est libéré. Le 8 novembre, des centaines de milliers de travailleurs font grève. L'empereur Guillaume quitte le pays. Le parti social-démocrate dirigé par Ebert prend le pouvoir soutenu par l'armée. De son côté, Liebknecht proclame la République socialiste. Le 9 novembre, Rosa Luxembourg est libérée. Fatiguée, malade, durement touchée par les conditions de détention, elle arrive à Berlin le 10 et se précipite dans le brasier révolutionnaire. L'armistice est signé le 11 novembre par la République et non par les généraux de l'armée impériale qui avaient mené la guerre, ce qui est lourd de conséquences. La République est accusée par la droite radicale d'avoir trahi les intérêts de l'Allemagne en acceptant la capitulation sans condition. Le 1er janvier 1919, le groupe Spartacus se constitue en parti communiste. Rosa Luxembourg en rédige le programme. Le journal Die Rote Fahne, le drapeau rouge, est créé. Le 6 janvier,
les spartakistes lancent une insurrection armée à Berlin. Rosa Luxemburg sait que tout est perdu, mais sa décision est prise. Portée par une sorte de mysticisme, elle se lance dans la bataille. Le 9 janvier, Noske, le gouverneur de Berlin, donne le signal de la répression. Ces corps francs massacrent tous ceux qui résistent. Des centaines de travailleurs sont tués. Liebknecht et Luxembourg sont obligés de se cacher en permanence. Le 14 janvier, le soulèvement spartakiste est sauvagement écrasé. Rosa Luxemburg écrit son dernier article. L'ordre règne à Berlin. Sbires stupide. Votre ordre est bâti sur le sable. Dès demain, la révolution se dressera de nouveau avec fracas pour votre plus grand effroi. J'étais, je suis, je serai. Le 15 janvier, les deux révolutionnaires sont arrêtés par les troupes gouvernementales. Rosa Luxemburg est frappée à la tête de 2 coups de crosse, puis jetée dans une voiture, avant d'être achevée d'une balle dans la nuque. Son corps est balancé dans un canal. C'est là qu'on le retrouvera 6 mois plus tard. Ses funérailles se déroulent à Berlin. Je me sens beaucoup plus chez moi dans un petit bout de jardin que dans un congrès du parti. Malgré cela, j'espère mourir à mon poste dans une bataille de rue ou dans un pénitencier. Rester un être humain, c'est jeter s'il le faut joyeusement sa vie tout entière sur la grande balance du destin. Mais en même temps, se réjouir de chaque journée de soleil. On ne prend pas la question du pouvoir comme une question de carrière, de statut, d'image. Souvent on aborde le pouvoir comme une responsabilité. Le mythe sans doute le plus extraordinaire des femmes révolutionnaires, c'est celui de Dolores Ibarruri, parce que c'est un mythe qui se crée de son vivant, on a presque envie de dire qui est créé, ce qui permet à l'historien de se demander si c'est pas dans une finalité politique, dans quelle mesure il y aurait ce qu'on appelle aujourd'hui manipulation stratégique. Dolores Ibarruri, c'est No pasarán. Ils ne passeront pas. Avec ce mot d'ordre prononcé à Madrid au lendemain du coup d'état militaire contre la République, Dolores Ibarruri, la Pasionaria, entre dans la légende. Militante antifasciste, elle est l'incarnation du Parti communiste, figure majeure du mouvement révolutionnaire espagnol. Dolores Ibarruri Gomez naît le 9 décembre 1895 à Gallarta, dans la province basque de Biscaye. Elle vit le quotidien d'une prolétaire du début du XXe siècle, entre misère et grève. À 10 ans, elle assiste déjà aux premières réunions publiques de mineurs. Sa famille n'a pas les moyens de lui assurer des études, elle doit renoncer à tout espoir d'enseigner. Elle entre dans un atelier de couture avant de s'engager comme domestique chez un couple de commerçants, puis rencontre Julián Ruiz, qu'elle épouse en 1916. Mineur et militant engagé, il est peu souvent à la maison. Elle refuse cette existence et s'initie au marxisme à la Maison du Peuple et devient une militante active. On la trouve aux côtés des mineurs lors de la grève générale d'août 1917. La révolution russe éclate, suscitant d'immenses espoirs. L'année suivante, Dolores Ibarruri écrit ses premiers articles dans la Lucha de Clases et surtout dans El Minero Vizcaíno. Elle signe Pasionaria parce qu'ils sont publiés pendant la Semaine Sainte. Elle milite d'abord au Parti socialiste de la ville de Somorrostro, qui devient le Parti communiste. 2 ans plus tard, elle est élue déléguée régionale du premier comité provincial du Parti communiste espagnol. Elle continue son ascension au sein de l'organisation, qui, à la différence des autres partis communistes européens, comprend essentiellement des travailleurs manuels. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une femme du peuple combative et capable de comprendre tous les problèmes qui pèsent sur la classe ouvrière et les masses populaires. Elle participe au mouvement qui agite l'Espagne. Grève générale et manifestations de femmes qui réclament la libération de leur mari. En 1931, les partis républicains remportent les élections municipales dans la plupart des grandes villes. Le 14 avril, la République est proclamée.
Déjà mère de 2 enfants, elle met des triplés au monde. Elle écrit des textes militants dans la Bandera Roja de Bilbao. Elle écrira beaucoup, près de 200 articles et discours entre 1918 et 1939. Dolores Ibarruri se sépare de Julián Ruiz, quitte le Pays basque, s'installe à Madrid et entre à la rédaction du Monde ouvrier. Elle continue sa lutte aux côtés des travailleurs qui réclament des réformes radicales et est emprisonnée par la coalition au pouvoir. Il est intéressant de voir que cet oubli total de soi participe de la culture qu'on en a donnée aux femmes, qui est une culture sacrificielle,